la météo. Vous rappelez les feux de forêt, évidemment, en Colombie-Britannique, les températures de 50 degrés à Lytton, c'est exceptionnel dans ce secteur-là de l'hémisphère nord. Mais il y a eu toutes sortes d'événements. Vous rappelez aussi les inondations en Allemagne qui ont eu lieu. On parle à l'heure actuelle de plus de 3 milliards d'euros juste pour l'Allemagne. Et les dommages ne sont pas complètement estimés, évidemment, parce qu'il va y avoir la reconstruction. Donc, et c'est sans précédent depuis des milliers d'années. Et ça, on le savait déjà dans l'ancien rapport du GIEC, mais c'est devenu de plus en plus évident en faisant justement des reconstitutions des archives paléoclimatiques qui nous permettent de savoir où on est, où est-ce qu'on s'en va, mais aussi qu'on se compare aussi par rapport à ce qui s'est produit dans le passé. Je pense qu'elle a... Mais vous pouvez, je vais vous dire quand changer les diapositives, puis ça vous tente. Voilà. Alors, vous ne voyez pas très bien sur les graphiques. Dans le dernier, ici à gauche, on voit l'évolution des températures, des anomalies depuis 2000 ans. Encore une fois, on se sert des archives météorologiques. Puis on voit ici, vous voyez, les fluctuations, elles se situent entre 0,5 degrés et un peu moins que moins 0,5 degrés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a vécu dans le passé des fluctuations où le climat était plus chaud versus un peu plus froid. Okay? Mais ce qui est exceptionnel, c'est que depuis à peu près 1850, vous voyez la courbe ici en noir, ici, je vais vous le montrer avec le pointeur, vous voyez ici la rapidité avec laquelle le réchauffement est en train de se produire. Encore une fois, à l'échelle de l'ensemble de la planète. Ici, on regarde juste la série 1850 jusqu'à 2020, les années récentes, l'année dernière. Et on voit ici qu'on a une fluctuation, ce sont des anomalies par rapport à la période 1850-1900. Donc, on prend comme référence la période qu'on appelle pré-industrielle, dans laquelle on avait évidemment les activités économiques qui étaient beaucoup moins développées qu'aujourd'hui. Et on voit ici, vous voyez cette courbe qui augmente avec une rapidité. On a eu un réchauffement qui a marqué les années 40, vous voyez ici. Puis depuis, je dirais, les années 50, on est vraiment dans une tendance à l'augmentation qui s'accélère. Ici, les 4 dernières décennies sont toutes les unes après les autres plus chaudes que la précédente. Nous venons de battre d'ailleurs certains records cette année, oui, mais 2020 se situe à peu près dans la 3e année la plus chaude jamais observée depuis 1850. Okay? Donc, c'est un enjeu majeur. C'est clair que c'est en train d'avoir une influence sur beaucoup de phénomènes. On va parler de phénomènes météorologiques extrêmes en particulier. Quand on regarde, évidemment, qu'est-ce qui est responsable de ce réchauffement-là? Alors, on ne peut pas ne pas faire, on va dire, je vous donnerai un exemple juste après concrètement, rentrer en ligne de compte, évidemment, l'influence des activités humaines. Le fameux CO2, qui est un gaz à effet de serre extrêmement important, qu'évidemment on émet dans l'atmosphère via l'utilisation des combustibles fossiles, que ce soit gaz, pétrole, charbon, etc. Et quand on regarde l'évolution, encore une fois, ça se sont basés sur des archives qui nous viennent de l'Antarctique. Il pourrait y avoir une question, mais comment on reconstitue le taux de CO2 il y a 800 000 ans? À chaque fois une précipitation de neige se produit, ce n'est pas juste évidemment de l'eau solide, il y a également de l'air. Et cette air, au moment où elle se forme, elle emprisonne évidemment les conditions de CO2 au moment de sa formation. Donc, quand on regarde dans les archives glaciaires, ça c'est une carotte qui a été faite en Antarctique, ça nous permet de reconstituer l'évolution du CO2 depuis que la précipitation est tombée, puis que la neige s'est accumulée, qu'elle a formé de la glace. Et là, on voit depuis 800 000 ans que les taux de CO2 dans l'atmosphère n'ont jamais dépassé ce qu'on appelle à peu près 300 ppmv, c'est les parties par million en volume, qui constituent évidemment le volume atmosphérique. Il n'y a pas juste du CO2 d'ailleurs, il y a de l'azote, l'oxygène, etc. Mais le CO2 n'a jamais dépassé ce seuil de 300 ppmv lors d'ailleurs des phases chaudes. On a eu des phases, vous voyez ici, il y a des fluctuations ou des périodes où on avait des taux de CO2 plus élevés, et ça correspondait à ce qu'on appelle des interglaciaires.
on est dans un interglaciaire. Et les taux de CO2, lorsqu'ils étaient plus bas, le plus bas, ça veut dire à peu près 180 ppmv, ça correspondait justement aux phases froides, aux phases glaciaires. Il faut savoir que, par exemple, il y a 20 000 ans, ici à Montréal, on avait 2 km de glace. On avait un glacier qui était présent. Ce glacier-là, évidemment, a fondu. Nous sommes rentrés dans une période interglaciaire. Mais depuis 800 000 ans, nous n'avons jamais dépassé ce 300 ppmv. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près, si on prend les derniers relevés du taux de CO2, on en prend plusieurs, on en prend d'ailleurs au Canada, dans les archipels canadiennes. Mais la valeur de référence qu'on utilise, c'est celle d'Hawaï, qui nous permet de mesurer le CO2 dans l'atmosphère sur les îles Hawaï. Et nous sommes à peu près rendus à peu près plus de 410 ppmv. Donc, depuis 800 000 ans, juste avec cette information des archives glaciaires, on n'a jamais dépassé le 300 ppmv. Donc, vous voyez, en plus de l'augmentation, évidemment, que je vous ai montré tout à l'heure des températures, cette augmentation du CO2 est extrêmement rapide, jamais observée depuis 800 000 ans. Et le GIEC vient de nous dire aussi qu'en fait, on n'a jamais observé les taux de CO2 depuis plusieurs millions d'années. Et ça, je vais vous parler de ça parce que c'est très important. Le Groenland, cette fameuse grosse calotte glaciaire qui est évidemment pas très loin de chez nous, il faut s'en rappeler que c'est un frigo qui n'est pas très loin de chez nous, il s'est formé justement lorsque le taux de CO2 était inférieur à 400 ppmv. Il ne s'est jamais construit parce qu'il faisait trop chaud, lorsque l'atmosphère avait un taux de CO2 aussi élevé que 400 ppmv. Il a commencé à se construire il y a 2,5 millions d'années, justement parce qu'on avait atteint ces taux de CO2 plus faibles. Donc le Groenland, si nous maintenons nos taux de CO2 au-delà de 400 ppmv, est voué à disparaître. Il n'a jamais pu être présent au-delà d'un seuil de CO2. En plus, je vous en parlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure, le problème, ce n'est pas juste le CO2, c'est le méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement important, qui est en train de jouer un rôle. Il est beaucoup moins présent dans l'atmosphère que le CO2, mais il joue un rôle 30 fois plus actif en termes de captation de chaleur que le CO2. Donc, plus il est important, le méthane, plus aussi il va contribuer à l'effet de serre et donc favoriser un réchauffement. Okay? Donc, ce que GIEC nous dit, c'est que le taux de CO2, jamais observé à des niveaux aussi élevés depuis plus de 2 millions d'années. L'augmentation du niveau de la mer, je vous en parlerai tout à l'heure, est associée évidemment à la fonte du Groenland. On va voir le taux de fonte du Groenland qui est exceptionnel, surtout depuis, je dirais, les 30 dernières années, contribue évidemment à l'augmentation du niveau de la mer, les glaciers aussi continentaux qui fondent. Mais un des facteurs aussi qui influence ce niveau de la mer, c'est la température de l'océan. Plus la température de l'océan augmente, plus le volume occupé par l'eau océanique augmente. Okay? C'est comme dans l'atmosphère, plus il fait chaud, plus le volume de l'atmosphère augmente. Okay? Donc, on a une augmentation extrêmement rapide du niveau de la mer qui est à une vitesse de rapidité d'augmentation qu'on n'a jamais observée depuis 3000 ans. L'Arctique, la glace marine dans l'Arctique fond à une vitesse extrêmement rapide, encore une fois, jamais observée avec des niveaux aussi bas de glace marine depuis plus de 1000 ans. Et le retrait des glaciers, on va le voir, je vous donne un exemple d'une courbe tout à l'heure. Également, c'est sans précédent la vitesse à laquelle fondent les glaciers, en particulier le Groenland, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de glaciers ici au Canada, notamment dans l'Ouest. Alors, je ne rentrerai pas dans trop de détails, on va simplement regarder ces courbes-là. Ce qui contribue au réchauffement, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire intervenir des facteurs naturels. Ici, c'est juste la contribution, donc garder plus de chaleur dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre, c'est tous les gaz à effet de serre ici. On émet quand même des aérosols, en particulier des suies reliées par exemple à l'utilisation du charbon ou du diesel, qui eux vont contribuer au contraire à provoquer des refroidissements parce que ça réfléchit le rayonnement solaire. Mais si on fait le somme de ça plus ça, malgré le fait que ça c'est minime, et ça c'est la contribution totale qui explique pourquoi on a un réchauffement de 1 degré depuis 1850.
nous ne pouvons pas, et je répète, expliquer cette augmentation-là par les facteurs naturels. Ils sont actifs, il y a toujours eu des variabilités, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais la seule explication pour vous permettre de comprendre pourquoi le réchauffement est aussi rapide et aussi important, c'est uniquement l'effet des gaz à effet de serre, produits évidemment reliés à l'activité humaine. Okay? Donc, il est incontestable maintenant, on le savait déjà dans le rapport du GIEC précédent, que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique, rendant aussi les événements climatiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur, on l'a vu cet été évidemment, les fortes pluies, les sécheresses plus fréquentes et plus sévères. Je vous expliquerai un petit peu après le lien justement entre changement climatique et l'eau. Bon. Donc, c'est un fait, et quand bien même nous aurions des climato-sceptiques qui tentent par tous les moyens évidemment de contrecarrer évidemment le fait que l'homme est responsable du réchauffement, les faits s'accumulent, les connaissances scientifiques s'accumulent pour dire qu'on ne peut pas expliquer ça par des facteurs naturels. Alors, c'est très préoccupant parce qu'on le voit. Alors, il y a deux rapports qui sont sortis cet été. Il y a le rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui produit ces évaluations sur une base régulière. Puis nous avons également un autre rapport qui est complètement passé inaperçu ici au Canada. C'est le rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui sortait d'ailleurs au mois d'août et qui mettait à jour ce qu'on appelle les coûts économiques et humains de tous les désastres naturels depuis les années 80. Et il montre dans ce rapport-là qu'on a une augmentation exponentielle des coûts reliés aux phénomènes naturels, aux désastres, surtout, essentiellement, les désastres d'origine météorologique. Les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les tempêtes sont les phénomènes qui, en nombre, sont les plus nombreux. Heureusement, on a moins de tsunamis et de tremblements de terre ou de volcanisme. Quand évidemment on en a, ça tue beaucoup de monde et ça détruit beaucoup d'infrastructures. Mais comme on en a de plus en plus les phénomènes extrêmes, ils sont en train d'engendrer des coûts économiques qu'on n'a jamais vus et une augmentation, comme je dis, exponentielle. Avec ce réchauffement dont je vous parle, ça influence à la fois les vagues de chaleur extrêmes qui prennent une ampleur de plus en plus importante et de plus en plus fréquente, des précipitations intenses exceptionnelles, des sécheresses aussi, on va parler de l'alternance sécheresse-excès de précipitation, des feux de forêt. Alors là, je n'ai même pas la peine de vous en parler cet été, mais c'est clair qu'à l'échelle de la planète, il y en a eu, mais je fais une parenthèse, évidemment avec mon accent, vous pouvez vous en douter que je suis français, mes parents ont été évacués dans le sud de la France, ils sont âgés, ils ont des problèmes d'ailleurs de santé, parce qu'il y a eu des gros incendies dans le Var, qui ont duré de plus de 15 jours. Il y en a des incendies dans le Var, dans le sud de la France, mais pas 15 jours. Parce que la chaleur était telle, et la sécheresse était telle, que ça a pris une ampleur qu'on n'avait jamais vue dans le passé, comme ceux évidemment qu'on a eu en Colombie-Britannique. Et ce qui est évidemment très préoccupant, et je l'ai gardé parce que c'est important, on va parler d'eau douce, mais l'eau salée, le réchauffement avec lequel l'océan est en train de se faire, favorise aussi, l'océan absorbe de plus en plus de CO2 et il y a un processus d'acidification, donc de diminution du pH, qui est en train de détruire les coraux. Vous avez, j'imagine, tous entendu parler du blanchiment des coraux et détruire une partie de la biodiversité marine. J'ouvre une parenthèse, mais elle est importante parce que nous, les Nord-Américains, nous ne mangeons pas, nous avons une diète essentiellement carnée. Vous savez que la majorité de la population de la planète dépend des ressources halieutiques des poissons dans les océans, en particulier les pays pauvres. Donc, c'est en train de générer un problème de sécurité alimentaire à l'échelle de la planète qui va malheureusement s'aggraver avec évidemment le réchauffement et l'acidification de l'océan. N'hésitez pas à m'arrêter aussi si vous avez des questions. Alors, précipitation extrême d'ailleurs. Oui, on a eu un été sec, mais je vous en parlerai. Je veux juste revenir là-dessus. Je vais vous donner deux exemples. Évidemment, tout le monde a entendu parler, encore une fois, New York a encore fait l'actualité. On a fêté le 11 septembre, évidemment, il n'y a pas longtemps, mais on a eu des précipitations extrêmes, notamment dans l'État de New York, liées à une tempête tropicale. Il est tombé dans certains secteurs, mais surtout dans le nord de la Caroline,
43 cm d'eau. Ça veut dire 430 mm d'eau en quelques heures, en quelques jours. C'est l'équivalent de la moitié de la précipitation, un peu moins de la moitié de la précipitation pour une année à Montréal. 43 cm, 430 mm, c'est des quantités énormes. La semaine dernière, dans le Gard, dans le sud de la France, il est tombé en l'espace de quelques heures 230 mm. Des taux de précipitation horaires qui ont fait en sorte que ce n'est pas juste les rivières qui débordaient. Les champs sont devenus des véritables lacs. Et il y a eu évidemment des coulées de boue, des glissements de terrain, etc. Donc, les intensités avec lesquelles les précipitations se produisent à l'heure actuelle sont exceptionnelles. Alors, ça, c'est un exemple de graphique pour vous montrer, on regarde tous les glaciers ici, Groenland, Alaska, les archipels canadiennes, les plus importants glaciers dans le monde, dans l'hémisphère nord. Ils sont surtout situés sur l'hémisphère nord. On en a évidemment un certain nombre ici au Canada, l'Alaska, l'Arctique canadienne, le nord de la Suède, le Svalbard, la Russie et l'Islande. Et on voit ici en rouge l'Alaska, ici, dont la diminution devient de plus en plus importante, s'est accélérée, je dirais, surtout depuis les années 90. Et regardez ici la courbe verte ici du Groenland. On avait une légère d'ailleurs augmentation des masses de glace, et d'un seul coup, avec le réchauffement, on est en train progressivement d'atteindre ce qu'on appelle des points de bascule. Il neige plus assez et la température est trop élevée, il y a trop de quantité de glace qui fondent par rapport à ce qui est accumulé en hiver. Cet été, il a plu sur le Groenland à 3000 mètres d'altitude. On n'a jamais vu ça depuis 2000 ans. 3000 mètres d'altitude, quand vous montez à 3000 mètres d'altitude, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été dans les Rocheuses, c'est rare qu'il va faire des températures positives. Surtout sur le Groenland, très loin dans le nord. Donc, le Groenland, c'est préoccupant, l'accélération avec laquelle, d'ailleurs, cette masse de glace est en train de fondre est vraiment exceptionnelle et extrêmement préoccupante, parce que si le Groenland devait fondre en totalité, ça signifie une augmentation au niveau de la mer de 4 à 7 mètres. Encore plus important, évidemment, pour l'Antarctique, une masse de glace plus importante. Mais 4 à 7 mètres, ça veut dire que Montréal serait subi. Québec, certains endroits de Montréal, je parle évidemment près du fleuve Saint-Laurent, l'effet de la marée, vous savez qu'elle remonte jusqu'au lac Saint-Pierre. Québec est régulièrement, on va dire, inondé dans la basse ville lorsqu'on a justement des... oui, excusez, je vais prendre... C'est l'inverse. Lorsqu'on a justement des fortes marées. Et la marée, quand même, est importante à Québec. Donc, plus le niveau de la mer augmente, plus évidemment les zones côtières et certains endroits, évidemment, dans le globe vont être affectés. On parle de centaines de millions de personnes qui vivent à moins de 2 mètres du niveau de la mer. Alors, la fonte d'ailleurs rapide de la calotte glaciaire du Groenland et de tous les glaces terrestres contribue davantage à l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale que la fonte des glaces de l'Antarctique qui fond, mais pas à un taux aussi important. Vous avez une question? Oui. Oui. Oui, parce que pour l'instant, la marée remonte jusqu'au lac Saint-Pierre. Okay? Donc, on n'a pas d'effet de marée à Montréal. Mais advenant l'augmentation du niveau de la mer, dans le cas des marées particulièrement intenses, ben, ça voudrait dire qu'éventuellement, Montréal, certains secteurs de Montréal pourraient être affectés par les niveaux d'eau qui vont augmenter, surtout dans l'éventualité où on a les fortes marées. Deuxième facteur important, ça a été à l'origine d'ailleurs d'une des inondations côtières qu'on a vues à Rimouski en 2010. Les vents dans le Golfe, dans la vallée du Saint-Laurent, surtout quand on a les vents orientés dans la vallée du Saint-Laurent de nord-est à sud-ouest, favorisent la formation des vagues et peuvent propager aussi des niveaux d'eau beaucoup plus élevés, beaucoup plus au sud. Ce qui a été le cas notamment à Rimouski, on avait eu des fortes marées, et ça s'est conjugué à une tempête qui a favorisé les fends de nord-est, puis ça a accumulé de l'eau dans l'estuaire. Et Rimouski a été en partie des infrastructures détruites, en particulier pour ceux qui connaissent Sainte-Luce,
Une bonne partie du quai, qu'ils avaient d'ailleurs refait, a été détruite. Donc, certaines infrastructures et aussi la biodiversité du fleuve peut être affectée par évidemment l'intrusion de l'eau saline un peu plus loin dans le fleuve, dans l'estuaire en direction de Québec et après. Et ça, c'est préoccupant. Vous savez qu'on a un fleuve qui est vraiment particulier. Je peux vous en parler parce que justement, j'ai travaillé à Pêche et Océan Canada avec mon superviseur à l'époque qui travaillait sur un modèle de l'estuaire et du Golfe. L'onde de marée qui arrive donc de l'Atlantique, on a un seuil, vous avez un seuil à Tadoussac, donc le fond du Golfe, l'estuaire, est à peu près à 200 mètres. D'un seul coup, ça monte à 50 mètres. Surtout quand on arrive à peu près, pour ceux qui connaissent, à l'île Rouge. Ce seuil-là va favoriser en fait une réflexion des ondes. Lorsque l'onde de marée arrive, elle va se réfléchir sur ce seuil-là et permettre la propagation de l'onde de marée jusqu'au lac Saint-Pierre. Donc, plus on a des marées fortes, plus le niveau du fleuve augmente côté estuaire, plus ça va faire en sorte aussi que l'onde de marée va se propager loin à l'intérieur des terres. Donc, ce sont vraiment des phénomènes, des effets combinés qui peuvent éventuellement poser des problèmes sur les niveaux d'eau, notamment dans la ville de Montréal. Oui. L'effet de marée, c'est vraiment la fin de l'onde. Ouais. Elle est non, mais dans certains... C'est vrai. Mais dans certains cas, lorsqu'on a des grosses périodes, des grosses marées d'équinoxe, on rentre dans la phase très active de marée d'équinoxe, ça peut être un enjeu pour certains endroits du fleuve. Ouais. OK, on va continuer. Donc ça, c'est pour les glaces continentales et... Là, OK, merci. Alors, dans le futur, vous ne voyez pas la courbe complètement à droite, mais ce n'est pas grave. Si on ne prend pas des mesures, on ne suit pas évidemment les actions qu'on s'est engagés tous collectivement à faire à Paris pour maintenir le réchauffement à 1,5 degré. 1,5 degré, c'est ces deux courbes-là. C'est ce qu'on appelle les scénarios qui nous permettent de maintenir le réchauffement ici en bas du 2 degrés et parfois en bas du 1,5 degré. Ça ici, la courbe la plus cyan, c'est celle en fait qui correspond justement aux accords de Paris. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de 2020, on est déjà un petit peu en retard. Nous devrions non seulement stabiliser, mais commencer à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Malgré la pandémie, on continue, on a stabilisé évidemment parce que l'activité économique était moins élevée en 2020. On l'a pas réduit. Si donc on est moins en moins situé dans cette fourchette-là, on est entre ce scénario-là et ce scénario-là, si nous continuons à faire ce qu'on fait en termes d'émissions. Puis là, ça signifie des taux de réchauffement qui vont dépasser à la fin du siècle à 2,5, 3 degrés, voire même un peu plus que 4 degrés à la fin du 21e siècle. 4 degrés, tout le monde a hâte, évidemment, d'avoir des températures plus chaudes en hiver, etc. Mais la Terre n'a jamais vécu, en tous les cas pas avec l'activité humaine, une température de 4 degrés plus chaude. Ça veut dire la disparition complète de certains écosystèmes. Alors, ça va s'amplifier, ce réchauffement, on le voit déjà, ce sont les scénarios du GIEC qui nous disent on est là, mais ça va continuer, puis au contraire, ça va s'amplifier. Quand on regarde, par exemple, ça c'est à 1,5 degré, voilà ce que le réchauffement, à quoi ça correspond. Une chose très importante, c'est que ce réchauffement-là n'est pas homogène sur l'ensemble du globe. Les endroits où ça se réchauffe le plus, ce sont évidemment les zones arctiques, parce qu'on perd de la glace, ça veut dire moins il y a de glace, plus l'océan accumule la chaleur, plus cette chaleur-là est restituée, notamment à l'automne, pour ralentir la formation de la glace et réchauffer l'atmosphère. On a dans l'Arctique ce qu'on appelle des facteurs d'amplification, qui proviennent évidemment de la modification, entre autres, de la glace et de la neige. Et pour le Canada, ça signifie aussi des taux de réchauffement plus élevés que l'ensemble du globe. Et on l'observe déjà. Peut-être certains d'entre vous, vous avez lu le rapport qui est sorti en 2019 de mes collègues d'Environnement Canada, qui montre que sur l'ensemble du globe, les 70 dernières années,
on a eu un réchauffement de l'ordre, sur juste 70 ans, de l'ordre de 0,8 degrés. Au Canada, on a réchauffé à peu près 2 fois plus que la moyenne sur l'ensemble du globe. Et dans le nord de 60 degrés nord, 3 fois cette tendance globale. Donc, le Canada va être un des endroits dans l'hémisphère nord, mais sur le globe, comme le nord de la Russie, qui va être parmi les plus affectés en termes d'ampleur du réchauffement. Vous voyez ici le 2 degrés, puis alors le 4 degrés, vous ne le voyez pas, mais ça devient catastrophique. Là, ça veut dire qu'une bonne partie du nord, on parle de taux de réchauffement qui peuvent atteindre à l'échelle globale 4 degrés. Et pour le nord du Canada, ça peut être 4, 8, 10 degrés, voire 12 degrés dans certains secteurs. 12 degrés, pour vous donner un exemple, ou 10 degrés, c'est l'hiver qu'on a connu, pour ceux qui s'en rappellent, en décembre 2010. Nous avons pas eu de glace marine pendant une bonne partie, en fait. Tout le mois de décembre, il a fait relativement doux. Nous avons eu des tempêtes. Il y a eu justement la tempête qui a affecté Rimouski. Mais dans le nord, il y a eu des anomalies de 10 degrés pendant ce mois-là, avec absence de glace, un retard d'englacement de 6 semaines. Ça veut dire automatiquement un effet, évidemment, sur l'insécurité en termes de transport, notamment pour les populations autochtones qui dépendent évidemment de la glace pour aller pêcher. Pour évidemment les espèces qui dépendent de la présence de glace pour aussi aller pêcher et se nourrir, etc. etc. Donc, c'est des conséquences majeures. Alors, je vais vous parler maintenant du cycle de l'eau et du lien entre réchauffement et les eaux douces. Alors, je ne rentre pas dans le détail, je ne vais pas vous donner un cours d'hydroclimatologie ou même de climatologie, mais le cycle de l'eau, c'est un tout. On a évidemment notre réserve d'eau principale. Je vais vous donner des chiffres juste après, c'est l'océan. C'est plus de 70% de la superficie de la planète. C'est grâce à ça que le climat est ce qu'il est d'ailleurs. Si nous n'avions pas toute cette eau-là, on n'aurait pas du tout les températures, puis une bonne partie de la surface de la Terre ne serait pas habitable. Okay? L'océan, qui nous fournit évidemment par évaporation la grande quantité d'eau qui se retrouve évidemment dans l'atmosphère. Cette eau-là qui est évaporée au-dessus de l'océan se retrouve à être transportée au-dessus du continent. Parce que si on n'avait pas l'océan, on n'aurait pas les précipitations qu'on a sur le continent. Okay? Cette eau-là précipite, sous forme de neige évidemment sur les glaciers ou évidemment ici en hiver, alimente les glaciers, les rivières, et une partie de cette eau-là évidemment retourne à l'océan. On a évidemment de l'eau qui rentre dans le sol, puis aussi qui ruisselle en surface, nos lacs, nos rivières. Puis on est chanceux ici au Québec. Oui, ruissellement en surface, puis ça, ce sont en fait des recharges des nappes phréatiques justement en profondeur qui vont recharger ici par la pénétration de cette eau en direction des profondeurs. Et c'est très important parce que cette eau-là qui rentre dans le sol, elle va alimenter nos rivières au moment où on n'a pas de précipitation pendant l'été et maintenir justement des niveaux d'eau suffisants. Okay? Et puis il y a aussi une contribution qui est non négligeable, mais moins importante évidemment que la partie océanique, c'est toute la transpiration reliée à la végétation. La végétation évapotranspire de l'humidité. Cet été, on va peut-être ouvrir une petite parenthèse, parce que moi je vis dehors cet été en partie, parce qu'on avait tous hâte de sortir de chez nous. Vous avez remarqué peut-être que la végétation a très peu poussé cet été à cause de la sécheresse, parce que les arbres sont entrés en dormance. Ils ont évité de trop évapotranspirer pour garder leur eau. Ça ralentit la photosynthèse, automatiquement production de feuilles moins importantes et les branches moins importantes. La pousse, ça a été beaucoup moins importante cette année que par rapport, par exemple, à l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, le ralentissement, le fait qu'on ait des sécheresses va aussi affecter la quantité d'eau qui est évaporée de la végétation, mais aussi la croissance des végétaux, okay, et des plantes. Alors, l'eau, juste pour le dire, je vais vous le donner, 90% de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée. On a seulement 2% de cette quantité-là qui est de l'eau douce. Et dans cette 2%-là, c'est 87% qui est de la glace. Le reste, la majeure partie de cette eau-là, c'est la glace. Après ça, c'est l'eau qui percole dans le sol. Et ensuite, une infime partie, c'est l'eau de surface. Donc, elle est très fragile. Juste dans le cycle hydrologique, cette eau de surface, elle n'est pas en quantité aussi importante qu'on pourrait le croire. Même si, encore une fois, nous sommes chanceux au Québec, on a beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, mais dans le cycle global, ce n'est pas des quantités aussi importantes par rapport à d'autres volumes d'eau
qui soit évidemment dans l'océan, mais aussi dans le sol. Et évidemment, encore moins par rapport à ce qui se passe, l'eau qui est stockée sous forme de glaciers, que ce soit l'Antarctique ou les glaciers continentaux. Alors, vous ne voyez pas, mais je vais vous le lien entre changement climatique et cycle de l'eau. Avec des températures plus élevées, l'atmosphère peut contenir plus d'humidité. C'est une loi physique qu'on appelle la loi de Clausius-Clapeyron. Et cette loi-là nous dit qu'il y a une relation exponentielle, non pas linéaire, une augmentation extrêmement rapide au-delà d'une certaine valeur de température de la capacité de l'atmosphère à contenir de l'humidité. Donc, plus la température de l'atmosphère se réchauffe, plus il peut potentiellement contenir beaucoup d'humidité, qui peut évidemment se transformer en des intensités de précipitation plus importantes. Okay? Ça va aussi favoriser une évaporation beaucoup plus importante. Il a fait chaud cet été, on n'a pas eu beaucoup de pluie. Vous avez vu le sol comme il était sec dès le mois de juin? On avait déjà un gazon. Moi, je pense que c'est la première année que ça m'arrive. J'ai tondu 2 fois ou 2 fois et demi dans l'été. Le gazon n'a pas poussé. Dès le mois de juin, le sol était particulièrement sec. D'ailleurs, c'est en train de poser des problèmes pour bonne partie en fait, des endroits où on a des argiles, parce qu'un sol moins gorgé d'eau, il se crevasse, il perd sa portance et on a une partie en fait, des infrastructures qui peuvent se fissurer. D'ailleurs, il y a une émission l'autre jour, ils en parlaient à Radio-Canada un soir, je pense, il y a 15 jours. Donc, évaporation plus importante, des précipitations potentiellement beaucoup plus importantes, reliées à cette capacité justement de l'atmosphère à contenir plus d'humidité, et également avec donc, des précipitations extrêmement, on va dire, exceptionnelles, qu'on a rarement vues. Je vous parlais du 43 cm tout à l'heure, mais des précipitations qu'on a rarement observées dans le passé. Et une intensification aussi des séquences de sécheresse. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec le réchauffement, on va avoir une alternance plus marquée de phases sèches et de phases humides excessives. Donc, en résumé, plus d'humidité dans l'atmosphère avec le réchauffement, un taux à peu près chaque degré Celsius, l'atmosphère peut contenir théoriquement 7% de plus d'humidité. Je travaille personnellement là-dessus avec d'autres collègues et on est en train de se rendre compte qu'on peut avoir des valeurs supérieures à ce 7%. Surtout dans certaines conditions favorables d'apport énorme d'humidité qui peuvent dépasser ce qu'on appelle la valeur théorique reliée à la relation de Clausius-Clapeyron, notamment quand on a des précipitations horaires. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Les précipitations les plus intenses, elles ne sont pas enregistrées nécessairement à des échelles quotidiennes, mais à des échelles horaires. Quand on a un orage qui peut se former, il va décharger des quantités d'eau qu'on a rarement vues dans le passé, parce qu'on n'avait pas évidemment un climat aussi chaud et une atmosphère aussi chaude. Alors, une intensité de précipitation qui va augmenter, ce sont les flèches qui vous disent si ça augmente ou ça diminue. Évaporation, je vous en ai parlé, qui augmente. Un ruissellement des eaux de surface, circulation des eaux dans le sol qui augmente, en particulier pour nos régions. La fonte du pergélisol, ça veut dire que l'eau qui est gelée, elle recircule. Un ruissellement plus intense, c'est les précipitations, évidemment, au moment où elles se forment, qui peuvent être accélérées. Cryosphère, c'est toute l'eau gelée sur Terre, qui est en train de fondre, qui est particulièrement touchée, la glace marine, mais aussi continentale. Je vous ai montré tout à l'heure le Groenland et les glaciers ici, l'enneigement qui va diminuer, le pergélisol. Chose aussi importante dont on ne parle pas beaucoup, parce que tout le monde pense réchauffement, la neige, on en aura moins, elle va durer moins longtemps, en général, oui. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un réchauffement, que quand on a des précipitations de neige, elles ne vont pas être plus intenses. Et c'est ce qu'on est en train d'observer dans certaines régions du monde. Nous avons battu l'année dernière, non pas ici, mais à Terre-Neuve, une tempête, 75 cm en une tempête. Le problème, en plus, c'est qu'ils en ont eu plusieurs, pas à 75 cm, mais plusieurs tempêtes assez abondantes. Nous avons, la mémoire est courte, évidemment, 2017, c'était les inondations, mais 2017, ça a été une des tempêtes majeures ici à Montréal, 42 cm ici à Montréal, mais moi, j'habite sur la rive sud. On a enregistré 75 cm de neige, notamment à côté de Mont-Saint-Hilaire.
On n'a pas observé ça souvent, notamment les tempêtes avec ces quantités-là, la même tempête. Donc, des systèmes météo qui vont s'intensifier avec éventuellement, par événement, des neiges ou des quantités de pluie plus importantes et des vents forts. Et une tempête, elle prend son carburant justement dans cette quantité d'eau qu'elle a dans l'atmosphère. Plus il y en a, plus elle a des chances de se développer et de devenir intense. C'est vrai pour les cyclones tropicaux, mais c'est vrai pour nos systèmes qui nous affectent ici, que ce soit en été, mais également en hiver. Cycle de gel-dégel, évidemment, qui va augmenter, et on l'a vu évidemment beaucoup ces derniers hivers. On en a eu pas mal d'événements, et surtout des événements de pluie sur neige qui augmentent. En plein milieu de l'hiver, vous vous rappelez, on a eu au mois de février cette année, d'un seul coup, il se mettait à pleuvoir. Gaspésie, décembre 2020, du 2 au 3 décembre, il est tombé entre 70 et 160 mm de précipitations en l'espace de pluie, en l'espace de un peu moins de 24 heures, un peu plus que 24 heures, pardon. Et on a eu des inondations majeures dans la Cascapédia, la rivière Nouvelle, la petite Cascapédia, des quantités de pluie sur neige, alors qu'on avait déjà évidemment commencé l'hiver, il y avait déjà de la neige au sol, mais c'est surtout la quantité et la vitesse à laquelle les précipitations sont arrivées qui a engendré. En plus, il y a eu des embâcles de bois, des ponts, des routes qui ont été fermées pendant plusieurs jours parce qu'il y a eu vraiment des grosses quantités de précipitations qui ont fait fondre la neige, évidemment, au début de l'hiver. Alors, excès et pénurie d'eau, parce que ce n'est pas parce qu'on va avoir effectivement soit plus de précipitations, etc. On va avoir une alternance de phases d'excès d'eau ou de pénurie d'eau. Cet exemple de cette année versus il y a 2 ans. Je vous donne un exemple. Au Québec, on a battu des records niveau d'eau au printemps 2019 dans le sud du Québec. Et nous venons de subir une des sécheresses les plus importantes qu'on ait rarement observées ici au Québec, notamment dans le sud du Québec, depuis plus de 50 ans. Je vous donne un exemple ici, en rouge, regardez pas parce que vous ne verrez pas, mais ce sont les anomalies de précipitation qu'on a eues au mois d'avril, au mois de mai, il a fait très peu de précipitations. Au mois de juin, c'était pas pire, on s'est rattrapé un peu. Juillet, à nouveau, déficit, et surtout le mois d'août. Fait que depuis le mois de mars, on a accumulé, on a eu un déficit de précipitation. Ce n'est pas pour rien que les rivières sont aussi basses. La rivière de l'Outaouais, d'ailleurs, vient de battre un des records de bas niveau d'eau en été. C'était déjà le cas au mois de juin, mais c'est le cas évidemment cet été. Québec, vous vous rappelez, vous avez entendu parler certainement dans les médias, a mis en place une mesure de restriction d'eau au mois d'août. D'habitude, dans le Charlevoix et autour de Québec, on s'entend qu'en général, ils ont des bons orages qui peuvent alimenter justement non seulement les nappes, mais les rivières. Et ça a été particulièrement problématique cette année. Donc, je vous donne un exemple. Ce graphique-là est vraiment parlant. J'ai une étudiante qui a travaillé justement sur les inondations de 2017-2019. Ça, ce sont les débits observés à la centrale de Carillon, okay, depuis l'origine de la centrale qui date de 1963. On en a eu des inondations dans ce secteur-là de la rivière des Outaouais, notamment en 74-76. Mais en 2017 et 2019, nous avons battu des records historiques qu'on n'a jamais observés en termes de débit pour la centrale de Carillon. Et c'est problématique parce qu'on est en train d'observer ici en rouge, sur tout le bassin versant de la rivière des Outaouais, une augmentation des quantités de pluie sur neige en avril, sur une bonne partie du bassin, notamment les 30 dernières années. Donc, des précipitations plus importantes et liquides sous forme qui tombent sur la neige vont faire fondre évidemment et vont apporter et générer des débits qu'on n'a jamais observés. Vous voyez ici la tendance en rouge, là, c'est sur pratiquement l'ensemble du bassin. J'adore ouvrir des parenthèses, je vais vous donner une parenthèse, parce que cette rivière-là, elle est problématique, évidemment, ici, à Laval. Vous savez que 60% du bassin de la rivière des Outaouais n'est pas régulé, donc on n'y peut rien. Le volume d'eau, Hydro-Québec a mis des ouvrages, mais il y a 60% du volume d'eau qu'on ne peut pas contrôler jusqu'à présent. Vous savez également que c'est le deuxième bassin le plus important au Canada, après évidemment le Saint-Laurent, si on fait abstraction évidemment de la vallée du Mackenzie. 146 000 km², c'est l'équivalent de 2 fois la taille du Nouveau-Brunswick. C'est l'équivalent du volume d'eau de toutes les rivières de l'ouest de l'Europe. Imaginez, quand il se met à pleuvoir, vous savez, sur un bassin aussi important
lorsqu'on accumule des volumes neige importants pendant l'hiver, la quantité d'eau, évidemment, qui va être apportée à l'exutoire, qui est l'Outaouais. Et à Montréal et à Laval, le problème des inondations, ce n'est pas le Saint-Laurent, c'est l'Outaouais. Parce que le Saint-Laurent, il est régulé par la Commission mixte internationale. D'ailleurs, pendant 2017 et 2019, la Commission mixte internationale a laissé de l'eau dans les Grands Lacs pour éviter qu'en plus, le Saint-Laurent, qui était déjà très élevé, se retrouve à avoir le même volume d'eau que celui qui arrivait de l'Outaouais. En 2019, le débit a atteint à Centrale de Carillon 9500 mètres cubes pendant à peu près 9400, 9500 mètres cubes. Le fleuve Saint-Laurent à Montréal, on a réussi à le maintenir à 6-7 000 mètres cubes. Ça veut dire qu'il arrivait plus d'eau de l'Outaouais qu'il n'en venait du fleuve Saint-Laurent. Et les inondations qu'on a eues, c'est l'Outaouais. Okay, donc c'est un problème parce que c'est un gigantesque bassin, les volumes d'eau sont très importants. Donc, tout changement dans les régimes de précipitation dans ce bassin-là va automatiquement affecter les risques d'inondation, évidemment, que ce soit à Montréal, mais sur toute la longueur de l'Outaouais. Alors, je termine. Conclusion et perspective. Alors, le climat et risques associés, en particulier pour le Québec, c'est vrai aussi. On va arrêter de penser que toutes les sécheresses et l'inondation vont s'arrêter à la frontière du Québec. N'en déplaise à M. Legault, qui ne veut pas voir arriver certains problèmes d'Ottawa. Je ne dirai rien là-dessus, mais ceci dit, l'alternance excès, inondation et pénurie, on vient de le vivre en l'espace de 2 ans. Et on va avoir en plus un réchauffement qui va être 2 fois, jusqu'à 3 fois le taux global, à l'échelle globale. Donc, c'est un problème pour nous. Et je pense qu'on aurait dû un peu plus en parler pendant la campagne électorale parce que c'est les enjeux majeurs. Des ressources en eau aussi, en quantité et en qualité. Une problématique naissante en termes de quantité. Vous savez que la ville de Montréal, peut-être pas Laval, mais il y a une des prises d'eau de la ville de Montréal qui a été problématique cette année. Ça avait déjà été le cas en 2010, parce que le niveau du fleuve était tellement bas. Une des prises d'eau, c'est en dessous du pont Victoria. Puis quand l'eau n'est pas suffisante, on arrête d'extraire l'eau du fleuve, tout simplement parce que la turbidité et la qualité de l'eau n'est pas suffisante. Donc, des problématiques naissantes. Je parlais à un journaliste de l'émission Enquête qui faisait un reportage suite, peut-être vous l'avez vu, à l'émission d'Alain Gravel l'autre jour. Lui, il habite dans Charlevoix, il posait ces questions à des voisins. C'est la première année qu'ils ont des problèmes, notamment pour certains, dans Charlevoix, en sentant qu'il pleut, de puits artésiens qui étaient à sec. On s'entend que c'est le Charlevoix. Charlevoix, vous savez que c'est l'endroit au Québec où on a les plus grandes accumulations à l'échelle annuelle de précipitations. Parce qu'on a toujours des systèmes, que ce soit en hiver ou en été, qui apportent de la pluie ou de la neige. La qualité aussi, parce que plus on a des eaux, évidemment, moins il y a de débit, plus les eaux sont de basse qualité, la prolifération des cyanobactéries, donc c'est un problème aussi, évidemment, en termes de qualité. Les mesures de restriction, peut-être éventuellement à prévoir, pas juste de façon ponctuelle, mais commencer à le faire. Vous l'avez vu peut-être dans les médias. Colorado, la rivière Colorado. Les États-Unis viennent d'annoncer que tous les gens qui dépendaient de la rivière Colorado, notamment, pour ne pas le nommer évidemment, Las Vegas, vont devoir mettre en place des mesures de restriction d'eau, mais sur du long terme, à partir du mois de janvier 2022. Ça va toucher entre 20 et 40 millions de personnes. Parce que les niveaux d'eau sont tellement bas que même s'il se mettait à pleuvoir ou à neiger beaucoup sur les Rocheuses, ça prendrait des années pour retrouver des niveaux d'eau, enfin des ressources suffisantes. Conditions de vulnérabilité et d'exposition sur le territoire qui peuvent exacerber justement ces problèmes de pénurie ou d'excès. Pourquoi? Parce qu'évidemment, sur le territoire, on n'a pas un accès à l'eau en quantité et en qualité de façon généralisée. Vous le savez, les communautés autochtones vivent encore pour une grande partie dans les endroits où l'eau n'est même pas potable. Mais ça peut aussi engendrer des problématiques de ressources pas suffisantes pour certaines communautés, en particulier évidemment en région. Et sur la côte nord cet été, certains niveaux de rivière étaient particulièrement bas, alors que normalement, j'étais à Lamoisy, j'étais pratiquement jusqu'à Natashquan, mais d'habitude, heureusement, une bonne partie du volume d'eau vient du nord, fait que dans le nord, il avait plu pas mal, mais une bonne partie du Golfe, du sud du Québec, y compris la Gaspésie, on n'a pas eu beaucoup de précipitations cette année.
Des effets dominos probables. Si en plus des sécheresses se combinent aux canicules, l'ampleur et la sévérité des feux de forêt qu'on a vus cette année peuvent être particulièrement problématiques. Nous avons été chanceux ici au Québec, on n'en a pas eu des feux de grande envergure. Mais c'est un enjeu pour tout le Canada. Vous savez qu'évidemment, on a la plus importante forêt boréale au monde, okay, parce que la Russie a coupé énormément, puis de toute façon, ils font d'autres choses avec leur forêt pour faire notamment l'exploitation minière. Et on a découvert, notamment dans les forêts boréales, soit au Canada, dans le nord-ouest, puis aussi dans certains secteurs de l'hémisphère nord, qu'il pouvait y avoir des feux de forêt qui pouvaient se régénérer d'une année à l'autre, qui couvaient dans le sol, ce qu'on appelle du overwintering en bon français. Donc des feux qui ne font pas juste brûler la matière organique, en fait le bois, mais qui vont se répandre dans le sol, qui vont rester parce que les endroits n'ont pas assez d'accumulation de précipitations et notamment de neige pendant l'hiver. Et moindrement que la situation est favorable l'année d'après, pas assez de précipitations, repartir. Et ça va être catastrophique parce que ça veut dire que non seulement un feu qui brûle en surface, c'est une chose, mais si un feu couve en profondeur, on détruit les racines et toute la possibilité à la forêt de se régénérer. Puis évidemment, tous les micro-organismes et les écosystèmes qui dépendent de ça. Okay? Donc, c'est un enjeu pour nous et il va falloir être extrêmement, on va dire, attentif à tous les changements, notamment dans notre forêt. Accès et conflits d'usage à prévoir. Pour l'instant, le Québec, on a essentiellement une agriculture non irriguée, ce qui n'est pas le cas en Alberta, parce qu'ils ont moins d'eau évidemment que nous. Ils ont commencé à mettre en place, donc ce qu'il va falloir commencer justement à mettre en place des systèmes d'irrigation, mais on risque d'être en conflit, ne serait-ce que pour l'usage qu'on fait évidemment de notre ressource en eau. Elle n'est pas infinie, cette eau-là. Donc, voilà, les solutions stratégiques. Il faut quand même rester positif. C'est clair qu'il va falloir revoir notre stratégie d'approvisionnement, être intelligent pour avoir aussi une diversité d'approvisionnement. C'est vrai pour le pétrole, je dirais, mais c'est vrai aussi pour l'eau. Et c'est fondamental de commencer à bien y penser, parce qu'on dépend beaucoup de nos eaux de surface. C'est une partie de cette eau-là qui est peu profonde, mais si elle est de plus en plus, on va dire, problématique en termes de quantité, ben, il va falloir songer évidemment à diversifier nos accès à l'eau. Mettre en place aussi un suivi, une surveillance, ça c'est fondamental. Environnement Canada, le fédéral fait beaucoup. Le provincial a commencé aussi à le faire, notamment pour les inondations, donc remettre des instruments pour mesurer notamment les niveaux d'eau, etc. Mais il va falloir qu'on soit aussi de plus en plus, on va dire, proactif dans la surveillance de la qualité de l'eau. Okay? Parce qu'on ne le fait pas de façon systématique partout, puis ça va devenir un enjeu. Infrastructure résiliente. Je vous donne un exemple. La semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés, enfin, le 6 et 7 octobre, une conférence organisée par Vivre en Ville qui vient présenter notamment les communautés autochtones qui sont en train de développer avec des architectes, designers, une nouvelle façon de concevoir des infrastructures résilientes à proximité de Vancouver. Ce sont les anciennes, évidemment, terres autochtones et concevoir des bâtiments qui vont résister aux inondations, dans lesquels on n'aura pas de problème d'infrastructure détruite. Les gens vont vivre au-dessus, mais en bas, il n'y aura rien de véritablement problématique. Résistant à la chaleur, non énergivore, c'est-à-dire autonome d'un point de vue évidemment énergétique, de plus en plus végétalisé pour résister justement à des températures trop élevées pendant l'été. Donc, parce que le Colombie-Britannique vient de découvrir cette année que les canicules, ce n'est pas juste en Californie, à Las Vegas, dans la vallée de la mort, mais ça les affecte aussi. Hein. Une gestion aussi intégrée de la ressource. Commencer à voir que l'eau sur le territoire, elle a évidemment, on a des besoins variés, puis on doit intégrer le plus possible différents évidemment besoins pour mieux la gérer collectivement. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Après, chacun pas juste va faire son petit puits, mais c'est surtout que l'usage qu'on pourrait en faire par exemple à l'agriculture, il ne faut pas que ça rentre en conflit évidemment avec l'usage domestique. Une intelligence collective, puis je pense là-dessus on doit apprendre évidemment prendre des leçons des autres collègues ailleurs à travers le Canada et l'Amérique du Nord, et en particulier les Européens qui ont décidé de se mobiliser, en tous les cas les scientifiques, suite au rapport du GIEC. Ils ont produit d'ailleurs
un document, un article qui disait que c'est tellement préoccupant ce qu'on est en train de voir, puisqu'on anticipe dans le futur, qu'il faut vraiment qu'on développe une solidarité par rapport aux phénomènes qui sont en train de se produire, et donc redoubler d'efforts, mais de façon collective, comme on l'a fait pour la pandémie. On a réussi en l'espace de même pas un an, de développer les vaccins avec une collaboration internationale, puis beaucoup d'ingestion d'argent public. On pourrait-tu le faire aussi pour le climat et toutes les conséquences que ça va avoir? Je pense que là-dessus, on pourrait apprendre en particulier comment on s'est débrouillé pour la pandémie pour mieux se débrouiller par rapport aux autres phénomènes qui vont se produire. Et mobiliser, valoriser les connaissances, qu'elles soient théoriques et pratiques. Ce que vous faites ici est extrêmement important, la sensibilisation vis-à-vis de la population, l'éducation, ça commence par les jeunes. On ne réglera pas ça à notre génération. Il va falloir qu'on mette en place justement des mesures systématiques. Moi, je donne aussi de temps en temps beaucoup des présentations dans les écoles et tout ça. Mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans le curriculum d'un élève du secondaire, ne serait-ce que le secondaire, mais même au primaire, on ne parle pas de ces enjeux-là. Ce n'est pas normal. Que ce soit dans les cours de géographie ou dans d'autres cours, c'est tellement une réalité du XXIe siècle qu'il faut arrêter de penser qu'il faut attendre l'université pour commencer à entendre parler de ce genre de problème. Okay? Donc, voilà, je termine là-dessus. C'était ma dernière peau. Merci beaucoup. Les gens se sont débordés. Ils ne voient pas comment eux peuvent contribuer à l'attitude générale. Il faut que les gens réalisent que certaines de leurs actions personnelles peuvent changer les choses. Prenez juste les voyages. On dit que les voyages se prennent. Et vous devez savoir, évidemment, que l'avion, ça constitue une des sources principales de rejet de gaz à effet de serre. J'avais fait une petite recherche à un moment donné pour savoir ce qu'un siège dans un avion pouvait représenter pour un voyage Paris-Montréal à l'aller-retour. L'équivalent de 4 bungalows bien pleins de CO2. C'est ça. Il faut que les gens réalisent que leur geste, avant de réserver un siège sur un avion pour aller dans le sud, parce qu'on a trouvé la pandémie difficile, c'est ces gestes-là, les gestes, les touches. Moi, je passe mon temps à dire à des gens, avant de te mettre à voyager, réfléchis. Je vais réagir là-dessus parce que j'ai... Oui. Oui. OK. Je vais résumer un petit peu le fait que c'est une telle ampleur qu'on a l'impression effectivement qu'on n'y peut rien, puis que nos petites actions ne finiront pas par faire la différence. Je résume un peu, puis qu'on ne se rend pas compte aussi que certaines de nos habitudes, notamment pour les voyages, finissent par évidemment contribuer au problème. Alors, je répondrai ceci, c'est qu'effectivement, il faut travailler là-dessus et je vais vous donner un exemple. Dans le réseau risque, on est en train de s'entourer de gens qui travaillent en psychologie. Parce qu'effectivement, cette éco-anxiété, je vais l'appeler ça comme ça, elle est en train de gagner non seulement nous, mais les générations qui nous suivent. C'est un problème parce qu'effectivement, ça peut engendrer l'inaction. Alors, il faut travailler en fait sur les choses positives qui permettent en fait de pas juste se responsabiliser, mais de montrer à quel point chaque petit geste compte, puis le quantifier. Et puis collectivement aussi s'assurer qu'à un moment donné, comme on l'a fait pour la cigarette, on va devoir d'abord, taxer les véritables pollueurs, puis arrêter aussi de mettre en place des gouvernements qui font juste perpétuer le problème. Parce que collectivement, on est responsable de ça, qui on est dit. Hein, on vient de subir une élection où on a mis le gouvernement en place. Bon. Et prendre exemple sur des gens ou des solutions qui existent. Donc, je pense que la mobilisation, c'est la première des choses. Deuxième chose, parce qu'il y a 4 choses qui feront qu'on ne fera rien et qui vont nous tuer.
Et je le répète, je parle de ça aux journalistes, ils vont me dire à chaque fois, M. Gachon, vous répétez, mais il y a 4 choses qui nous tuent. L'ignorance, donc le développement de la connaissance et le transfert des connaissances est fondamental. Ça passe aussi par la sensibilisation, mais aussi l'éducation. Le déni, il faut arrêter de faire du déni. Oui, c'est problématique, mais si tu ne veux pas parler du problème, c'est sûr que tu ne retrouveras aucune solution. Okay? Donc, il faut arrêter de faire du déni. Il faut passer à l'action. Donc, l'inaction qui nous tue, il va falloir changer. En venant ici, évidemment, dans ma voiture Prius hybride, j'espère pouvoir acheter une électrique très bientôt complètement. On parlait du cas de la Norvège. Donc, il y a de l'action qui se fait au niveau international, puis prendre des exemples là où ça fonctionne, adapter aussi avec nos conditions à nous, parce qu'on ne peut pas adapter. Donc, ça aussi, c'est fondamental. Et surtout, contrer la bêtise. Parce que la bêtise, en ce moment, comme vous le savez, elle se répand très rapidement. Je ne parlerai pas évidemment des réseaux sociaux qui peuvent évidemment contribuer à faire que cette bêtise-là, elle envahit nos vies. Hein, mais il faut contrer la bêtise, mais de façon intelligente. Il y a plusieurs façons de le faire. Okay? Donc, ces 4 éléments-là, je pense qu'il va falloir travailler. Et puis, le dernier élément, comme je disais, l'éco-anxiété, il faut travailler avec des psychologues qui vont nous permettre de faire passer un message porteur pour que les gens ils finissent par montrer que, bah oui, ta petite action dans ton coin, elle va finir par faire une différence en bout de ligne, mais il faut commencer quelque part. En 1950, on a vu que ça commençait à monter les choses. Dans les années 70, on commençait déjà à parler, on commençait déjà à parler du réchauffement climatique, de qu'est-ce qu'il y aurait dans les années à venir. En 2020, c'est vrai que même si on regarde les rapports de l'IPCC, il n'y a pas de certains endroits dont on pense, on dirait qu'on a l'impression que qu'on se répète. Comme chercheur, plus maintenant qu'avant. Malheureusement, ça varie beaucoup d'un gouvernement à l'autre. Puis effectivement, je vous dis, je ne cacherai pas, je vous le dire, pendant ce que j'étais Environnement Canada, pendant Harper, on a fait 10 ans, parce que c'était du déni, de la bêtise, l'inaction, puis de l'ignorance. Le gouvernement conservateur a développé la culture de l'ignorance. On ne pouvait pas parler à des journalistes. Il fallait que Radio-Canada téléphone à Ottawa, envoie la liste de questions et qu'on leur réponde avant, et donc aucune liberté d'action. On nous a même fait du brainwashing. On nous faisait venir dans des salles, des scientifiques, pour nous dire quoi ne pas répondre, ou comment répondre ce que nous, le gouvernement, en fait, voulait dire. Donc, là-dessus, malheureusement, ça pourrait arriver. Okay? Donc, les retours en arrière, malheureusement, non. J'espère que ça ne sera pas le cas au cours des prochaines années. On verra qui vraiment prend le pouvoir. Mais les scientifiques, on a toujours de la difficulté, de toute façon, à se faire on va dire, entendre. Et souvent, à ce qu'on n'interprète pas aussi les politiciens de la mauvaise manière. Mais il y a une chose qui a changé par rapport à l'époque de Harper. Les médias publics font un exercice pédagogique de plus en plus pertinent et important. Et je vois ce changement-là, parce que ça fait évidemment une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine. Je vois l'évolution de la culture scientifique, ne serait-ce qu'au niveau des médias. Radio-Canada a des recherchistes qui vont aller chercher l'information justement pour contrer la fausse information. Et ils le mettent sur leur site web. Ça va? Allô? Oui? Ça va, toi? Je m'en ai dit, t'as oublié tes écouteurs? Mais... Non, j'en ai écouté un. Changé comme. OK. Je continue d'écouter. Quelqu'un qui a oublié de couper le son. Donc, il est important d'avoir des relais. Les médias jouent un rôle important. Les centres d'interprétation comme vous jouent un rôle fondamental. La formation qu'on doit donner absolument dans les écoles. Tout ça, progressivement, rentre dans les mœurs, mais aussi progressivement devienne obligatoire. Un des enjeux, moi je trouve majeur, parce que je me retrouve à l'université aujourd'hui, sûrement, c'est Émilie. C'est notre ministère de l'Éducation qui supporte. On parle des infirmières en ce moment de la pénurie, mais j'ai comme l'impression qu'au niveau de notre ministère, on gère toujours des urgences, mais on ne planifie jamais à long terme. Et comme je dis, ce problème-là, il va se régler au fur et à mesure, mais surtout par les prochaines générations.
Mais si on décide de désinvestir ou de ne pas investir dans le domaine de l'éducation, c'est clair qu'on ne résoudra pas ce problème-là. Ce n'est pas juste un problème, nous, les scientifiques, on n'est pas entendus. Ce qui fait que vous allez changer d'avis ou changer votre comportement, c'est parce que vos enfants, vos petits-enfants vous auront dit des choses. Moi, mes papas, tu as vu que ça, puis ils ont entendu, évidemment, dans leur cours, discussion avec leurs camarades, etc. Et moi, je le vois, ne serait-ce que la génération. Moi, j'enseigne évidemment depuis un certain nombre d'années. Cette conscience-là, elle est de plus en plus présente chez les jeunes. Vendredi, donc demain, après-demain, il y a une manifestation. Mes étudiants qui suivent mon cours climato mardi m'ont tous annoncé bon, on ne sera pas là vendredi à le vote laboratoire parce qu'on va dans la rue. Mais ça va peut-être faire aussi en sorte de changer les choses. Okay? La mobilisation qu'on a vue avec Greta Thunberg en 2000, avant la Covid, c'était exceptionnel. Vous aviez une question, je pense. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. D'abord, je n'ai pas le temps. La quantité de emails déjà que je reçois par jour. Ouais. Mais je vais vous donner 2-3 exemples. Dans mon équipe, notamment dans le risque, on a recruté extraordinaire. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont une capacité notamment d'utiliser ces outils-là que nous, notre génération, on n'avait pas. On est en train d'apprendre, mais c'est beaucoup plus long que… Donc, on a une spécialiste en communication, une étudiante de communication qui est à l'UQAM, qui fait un travail remarquable pour diffuser, aller chercher l'information sur les réseaux sociaux et surtout aller chercher l'information basée, encore une fois, sur les données probantes, sur les connaissances. Okay? Donc, ça, c'est un aspect. S'assurer, encore une fois, que cette communication-là, elle est toujours, on n'argumente pas, on fait juste diffuser de l'information, mais qui est basée sur des choses qu'on vient de découvrir d'un article ou d'un événement qui s'est produit. L'autre chose aussi, ce travail de vulgarisation, de mobilisation des connaissances, il faut que ça devienne progressivement une culture à l'intérieur de l'ensemble de la société. Puis pour ça, il faut développer notre culture du risque. Et je vais vous donner un exemple du risque. La génération de mes grands-parents ont vécu 2 guerres. J'étais évidemment en France. Ils ont vécu de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont développé une résilience, une capacité de rebondir dès leur tendre enfance, parce que justement, ils avaient vécu on va dire, un désastre. Tout le monde, quel qu'il soit, de plus en plus, a quelque part quelqu'un dans sa famille qui a été confronté à un phénomène, en particulier un désastre météorologique, hydrologique ou éventuellement même, pour certains, évidemment, d'origine géotechnique, etc. Donc, il faut se servir de ça pour développer non seulement une culture de résilience, mais tirer les leçons des phénomènes qui se produisent pour être capable de mieux s'adapter, de mieux rebondir. Ce que l'ONU nous dit depuis des années, ils ont mis en place ce qu'on appelle le cadre de Sendai, qui nous dit qu'il faut développer 4 choses. 1, la connaissance du phénomène, la connaissance des risques. Ça, cette culture-là, la connaissance du risque, il faut progressivement la mettre en place dans toutes les populations à travers la planète. 2, trouver une façon de mieux gérer la gouvernance, parce que aussi on a un problème de gouvernance, de problème de décision, mais aussi d'arriver à trouver une façon dont les décisions se prennent et qu'elles finissent par percoler jusqu'à la fin. Dans le domaine des inondations, le Québec n'est pas pire en termes d'intervention, mais clairement, on a du travail à faire pour la prévention, l'avant l'événement, puis aussi le rétablissement. Okay? Ça s'apprend. Ça se développe, cette compétence-là. Le dernier élément, faire et reconstruire mieux, ça veut dire complètement transformer nos façons de faire. Arrêtons d'aménager comme au 19e ou au 20e siècle. Ça n'est plus viable à long terme. Il va falloir que notre environnement soit aussi une des solutions qui nous permettent de mieux vivre et surtout de survivre. Or, pendant des années, on a considéré que notre environnement, il nous doit tout. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train de se rendre compte que la nature,
elle finit par nous rendre aussi quelque part la monnaie de notre pièce. Le changement climatique est un exemple. On le sait aujourd'hui, nous avons une influence sur l'ensemble du globe. Et ce qu'on fait aujourd'hui, si on fait partie de la solution, si on fait partie du problème, on doit faire partie de la solution. Et donc, ça veut dire que collectivement, il y a une prise de conscience, des mesures qu'on doit prendre, façon de transformer nos façons de faire. Et c'est clair, ça va nécessiter des efforts, comme ça l'a été dans le passé, quand nos parents ont vécu, ou nos grands-parents ont vécu les guerres ou les conflits. Mais à un moment donné, il faut apprendre justement à rebondir et arrêter de faire la gestion de crise. Puis faire de la gestion de risque, ça veut dire être proactif pour se préparer sur un avenir qui va être un peu plus incertain. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. D'abord, je veux juste vous remercier pour votre présentation. C'était super bien vulgarisé et très intéressant. Juste pour vous mettre en contexte un peu, là, moi, je travaille pour l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Je m'occupe principalement du dossier eau à l'Institut. Vous avez mentionné plus tôt là, dans votre présentation, notamment l'enjeu par rapport à l'accès à l'eau potable des Premières Nations du Québec. Je me demandais, je ne sais pas si vous avez investigué là-dessus dans le cadre de votre emploi, mais selon vous, est-ce que les Premières Nations seront plus impactées par les changements climatiques? Puis si oui, c'est quoi les enjeux qui feraient face comparativement, par exemple, au reste du Québec ou si c'est les mêmes enjeux ou autres? Alors, merci beaucoup pour votre question. Si je résume bien, j'ai bien compris, c'est surtout que vous avez des enjeux vis-à-vis des populations autochtones. Est-ce qu'ils sont moins affectés mieux ou affectés différemment que nous? Puis, alors, clairement, la plupart des populations autochtones, évidemment, en particulier celles qui résident et qui vivent au Québec, à la différence de nous, les citadins, ils dépendent de leur environnement pour la chasse, la pêche, etc. C'est vraiment leur environnement, c'est une question même de sécurité alimentaire. Moi, je travaille avec des communautés autochtones dans la région de Pessamit, donc au nord de Bécomo, qui est une des grandes évidemment, communautés autochtones qui vivent sur un territoire qui est gigantesque, dans lequel il y a la production forestière, donc il y a beaucoup de compagnies forestières qui sont là, puis Hydro-Québec a plus d'une quinzaine d'ouvrages sur des rivières importantes. Tout le monde a entendu parler de la Manique, qui fait partie évidemment d'un des rivières qui est sur leur territoire. Et je dirais, les mines aussi, parce qu'ils ont effectivement l'exploitation minière. Donc, eux, ils ont des enjeux qui sont énormes parce que le changement climatique les affecte tous les jours. On voit des changements dans la glace qui se forme, dans les rivières. Ils dépendent évidemment aussi de la présence de glace, notamment pour les chasser, etc. Mais quand on parlait tout à l'heure de comment s'inspirer des gens qui peut-être qui sont plus adaptés, c'est bien les communautés autochtones, parce qu'eux, ils ont vécu des changements depuis toujours. Ils ont fini par développer une certaine adaptation, mais malheureusement, on les a éloignés de leur capacité de rebondir, notamment en termes traditionnels. Il faut revenir à ça. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de leur côté. L'exemple que je donnais tout à l'heure de Vancouver, les architectes ont décidé, OK, on ne fera pas ça sans eux, on va aller apprendre d'eux. Ils sont en train de développer des choses qui sont super inspirantes. Mais c'est la même chose ici pour le territoire. Parce que les problèmes d'eau, ils les vivent. Les problèmes d'inondation, ils les vivent. Quand Hydro-Québec décide d'ouvrir évidemment le barrage, eux, ils vont aller chasser ou pêcher le saumon pas très loin de là. Donc, je pense qu'on a... D'abord, ils font face à des enjeux particuliers qui doivent nous préoccuper, évidemment, parce que collectivement, on a aussi, c'est peut-être par eux qu'on va apprendre aussi certaines choses, à mieux s'adapter et à devenir résilient. Et ce sont ce que moi j'appelle des sentinelles sur le territoire. Ils vivent des changements que nous, souvent en ville, on ne voit pas. Et pour ça, ne serait-ce que ça doit participer, ça doit justement participer à cette sensibilisation, à cette éducation et à ce développement de la culture du risque. Et c'est une des façons, quelque part,
véritablement développer ce que moi j'appelle la réconciliation, c'est-à-dire, leur faire confiance, les respecter, et puis leur témoigner juste un respect parce qu'ils dépendent tellement de leur environnement qu'ils ne sont pas responsables du problème. Par contre, comme les populations les plus pauvres, par exemple en Afrique, ils sont en train de subir des changements avec certains de nos choix qui n'ont peut-être jamais, on va dire, eu le mot à dire. Ils n'ont de toute façon pas déterminé quel allait être éventuellement le développement de leur territoire. Si on prend, par exemple, dans certains endroits, évidemment, de la côte nord ou d'ailleurs. Donc, j'ai aussi travaillé, par exemple, avec les populations, certaines populations autochtones, mais qui vivent dans les pays sahéliens. C'est la même chose. Ils ont une résilience, une capacité à rebondir. Puis on a oublié ça. Puis justement, revenir à des traditions pour être capable de mieux, on va dire, développer les connaissances ou utiliser les connaissances pratiques du milieu pour être capable justement de trouver les solutions. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, vraiment, merci beaucoup pour votre réponse. Dans le soleil, ils sont loués. Et ils sont très protecteurs de ce milieu-là, quoique les jeunes générations d'Autochtones, ça a tendance à se manipuler. Ils sont plus sur notre part. Et le reste, c'est même chez eux. Mais les gens d'un certain âge, les Autochtones d'un certain âge, je pense que ce sont des sentinelles où on devrait discuter davantage. Oui, quelque part, tout à fait. Puis, allez-y. Ah non, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit. À la descente de déployer les embarcations pour des espèces invasives. C'est pas même pour donner notre temps, parce qu'à long terme, ça peut. On va même présenter une vidéo où est-ce qu'il y avait des cours directement à face de la descente, où est-ce qu'on a la prise. C'est pas compliqué, ça prend pas la. Je pense que si on rejette des hydrocarbures dans l'eau qu'on voit, on a presque à les mains avec le pandémie. Il faudrait que les politiciens juste. J'ai envoyé un courriel à la DRS. Ouais. Parce que c'est pas un secteur où les citoyens sont plus souvent dans ces cas. On était quand même 650 personnes qui ont signé la pétition. Les citoyens se sont présentés. C'est pas facile de. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il va falloir, de toute façon, quand je parle de la mobilisation et la valorisation des savoirs, il va falloir que nous, les citoyens, on recrée, on va dire, une certaine capacité à être un peu maître de notre un peu de destin ou au moins de certaines décisions. Et l'exemple que vous citez me parle en particulier parce que j'étais aux îles Mingan cet été. Je ne connaissais pas les îles Mingan, donc j'étais à Saint-Pierre, c'est magnifique. Île Mingan, qui est quand même Parc Canada, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, vous devriez y aller, c'est magnifique. Puis qu'est-ce qu'il y avait? Des motos marines, des jeunes qui faisaient un bruit d'enfer et qui faisaient tout le tour de l'île, mais non-stop. On était tous là pour passer une belle journée. On avait juste hâte de profiter de la nature, d'entendre les baleines, parce qu'il y a des baleines, évidemment, qui étaient là. Et donc, il y a effectivement une législation à revoir et des attitudes à reconstruire. Ça, c'est clair. Et aussi un respect, bon, on ne parlera pas de respect aujourd'hui, mais effectivement, mais le respect de la nature et de
les environnements qu'on doit absolument protéger. Ça, on a commencé à le refaire, on en parle un petit peu. L'année prochaine, il y a une élection évidemment provinciale. J'espère qu'on va en parler un peu plus parce que les espaces à protéger, ils vont devenir, à mon avis, fondamentaux au cours des prochaines années. Je ne vais pas parler, je ne rentre pas dans les solutions, mais on sait par exemple ce qu'on appelle les espaces de liberté. Redonner au cours d'eau la possibilité de déborder, préserver la biodiversité. Les marais, les zones humides sont des endroits naturels qui sont des trappes à sédiments, mais qui nous protègent en aval de ces secteurs-là des inondations. Et les Hollandais ont commencé, ça fait des années évidemment, ils sont en dehors, en bas du niveau de la mer, ils ont développé en fait une capacité à reprendre en main leur environnement pour qu'ils les aident à régler ces problèmes d'inondation. Dans le Vermont, donc pas très loin d'ici, il y a des initiatives en cours justement pour utiliser ces espaces de liberté pour réduire les risques d'inondation. En France aussi, c'est en train de se faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont des plaines inondables aussi qui ont été particulièrement problématiques ces dernières années. Donc, effectivement, retrouver une façon de à la fois respecter tout le monde qui habite ou qui profite des plans d'eau, mais aussi redonner un petit peu à la nature certains droits qu'on a enlevés de nos cours d'eau et qui sont en train de nous détruire parce que cette qualité de l'eau, ce problème dont je parlais tout à l'heure, va juste être s'amplifier avec les pénuries. Ça, c'est clair. Et pour l'instant, on pense qu'on est protégé au Québec parce qu'effectivement, on a la plus grande quantité d'eau douce disponible par habitant au monde. Mais on vient de vivre cet été. Ça ne veut pas dire que les sécheresses, elles ne peuvent pas nous affecter. Pour certains qui sont promenés au mois de mai, moi, je fais de la moto, fait que je me promène en Estrie, là où j'habite. Au mois de mai, les champs étaient la terre. Il n'y avait pas un grain d'herbe qui poussait parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Un des secteurs, d'ailleurs, qui était le plus affecté par la sécheresse, c'est une partie du sud du Québec, en proximité des États-Unis, notamment l'Estrie. Donc, c'est un problème. Il va falloir qu'on le... Des lacs aussi, on le sait, des lacs qui sont avec des cyanobactéries de plus en plus, des problématiques d'algues aussi, nettoyage des bateaux. Mais c'est aussi parce que pendant longtemps, on a laissé faire. Moi, j'ai une amie qui habite à Mont-Laurier. Bah, combien d'années ça a pris pour que la municipalité décide de contrôler les fosses septiques? Bah, ils étaient pris au bout de tant d'années avec des algues partout et puis une qualité de l'eau qui n'était pas. Pourtant, c'est un lac qui est magnifique. C'est le lac des Mille-Îles à côté de Mont-Laurier qui est super grand. Bah, ils ont eu des problèmes avec des algues et puis d'un seul coup, la pêche s'est mise à chuter parce que c'est un endroit d'ailleurs où il y avait des Et puis, je faisais remarquer que dans la rivière, il y a un grand nombre d'îles qui ont surgi cette année. Et là, les rives sont. C'est de la boîte. C'est de la boîte. Ouais. Il reste des herbes qui sont allées. Ouais. Je soupçonne que ce n'est pas très élevé. 10, 15 mètres cubes secondes, pas plus que ça. Combien? 25. Bon. C'est allé voir récemment? Je veux dire, l'entrée de la rivière des Neiges, oui, mais là, il faudrait aller voir parce que sur le site du ministère.
Vous aviez une question, puis après ça, il y a un monsieur qui avait... Ouais. J'avais compté 19 prêts. Donc, c'est en 2022, on a sensiblement le même niveau parce que j'ai remonté à 19 prêts. En 2022, on a la même situation. C'est là que le ministère s'est relevé pour pouvoir fournir des données en temps réel. Madame, puis après ça... Je ne suis pas biologiste, je ne peux pas vous répondre complètement sur la question, mais cet enjeu est un des enjeux qu'on a eu cet été. Certains niveaux de température de certains lacs ont vraiment atteint les températures qu'on avait jamais. Heureusement qu'on nous a sauvés. C'est pas resté. Parce que vous vous rappelez, on a eu des nuits plus fraîches au mois de juillet, etc. Donc, les températures de l'eau, effectivement, si ça se produit pendant de longues séquences, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, c'est clair que ça va avoir un effet sur la biodiversité et les espèces qui dépendent. L'autre chose aussi, j'en parle un petit peu aux étudiants, c'est l'effet de la présence de la thermocline. Vous savez, la thermocline, qui est l'endroit où, dans la colonne d'eau, vous avez un changement de température. Vous vous rappelez, quand on se baigne, des fois, il ne faut pas qu'on mette les pieds trop profonds parce que la température de l'eau est particulièrement froide. Le problème, c'est que cette thermocline-là est en train de s'épaissir, c'est-à-dire que les températures froides, elles vont de plus en plus en profondeur. Donc, la quantité de matière nécessaire pour que les espèces qui dépendent des eaux froides, donc phytoplancton, zooplancton et autres, est en train de s'amenuiser dans les endroits où on a justement une augmentation de cette colonne qui est en train de se réchauffer. Et ça va être problématique pour une bonne partie de nos salmonidés qui dépendent de la présence de températures froides au fond des lacs. Donc, il y a ces effets-là, je ne peux pas vous... Moi aussi, je suis pêcheur, fait que je sais exactement où aller pêcher en été. Et surtout cet été, c'était particulier parce que c'était vraiment chaud. Mais la température, la profondeur de la thermocline et l'épaisseur des eaux, en fait, la quantité d'eau qui est suffisamment froide dans les lacs, là, ça va être un problème parce que automatiquement, ça veut dire que peut-être qu'il y a des espèces qui vont disparaître. J'ai été pêcher justement au lac Champlain cet été. Bon, mais il a suffi d'une pluie. On a pêché quoi? On a pêché quoi? 2-3 achigans. Mais la pluie, qui n'était pas très intense d'un seul coup, ça change la température de l'eau. Puis ce changement de température de l'eau va favoriser la prolifération des cyanobactéries. Et là, le long des endroits où on voit la pluie se former, on voyait les cyanos commencer à se former dans les lentilles d'eau qui se formaient dans le lac Champlain, c'est particulier parce qu'on a des problèmes de contamination pas mal de la plaine, l'envasement notamment de toute la baie Missisquoi. Ouais. Question? Ouais,
Effectivement, il va falloir qu'on adresse au niveau international, je ne sais pas comment, parce que je ne suis pas politicien, puis je ne suis pas en sciences politiques, mais ce problème-là des voyous, en particulier ceux qui ne suivent pas ce qu'on décide au niveau international, parce que comme je dis, tout le monde fait partie du problème, il faut qu'on fasse collectivement partie de la solution. La Chine, ceci dit, est un pays totalitaire, on le sait tous, là, mais un des pays qui est en train de faire le plus gros effort, ils n'ont pas le choix, compte tenu de la quantité de population qui vont être affectées. On l'a tous vu dans les médias, Beijing, toutes les grandes villes japonaises, chinoises qui sont affectées par des problèmes de pollution de l'air, de problèmes de pénurie d'eau, mais majeurs. La Chine fait déjà face à un problème de pénurie d'eau et a besoin de son eau pour l'agriculture parce qu'elle ne produit pas suffisamment d'agriculture pour subvenir à sa population. Donc, la Chine, malgré son état un peu totalitaire, est en train de prendre un virage de plus en plus en faveur notamment des actions pour s'engager vis-à-vis de l'accord de Paris. Mais l'autre problème, enfin, dans le reste du monde, par contre, des pays comme le Brésil, comme Bolsonaro, ça c'est une catastrophe. Parce que lui est en train de détruire son territoire à vitesse grand V, la forêt amazonienne, qui est, oui, on parle de poumon de la planète, mais c'est surtout que, je vous ai parlé d'évapotranspiration, c'est en train de générer des sécheresses ou d'accélérer les problématiques de sécheresse. Et non seulement ça, mais évidemment, il détruit ses populations autochtones parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont même pas considérés de toute façon. Mais ça, c'est un enjeu. Il va falloir qu'on l'adresse au niveau international parce qu'on ne peut plus se permettre que les Bolsonaro de ce monde se multiplient là. Parce que c'est clair qu'on n'y arrivera pas là. Bon. Puis, nos voisins du Sud, parce que c'est quand même les deuxièmes plus importants pollueurs de la planète. Alors, on vient de sortir de l'ère Trump. Mais Biden, il va avoir, bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer, hein, il a 4 ans, parce que l'élection américaine, c'est malheureusement, mais on peut se retrouver dans 4 ans à avoir un Trump bis, et là, c'est un problème, parce que c'est celui, s'il ne s'engage pas, qui va faire en sorte que tout va capoter, de toute façon. Et nous, au Canada, on va faire un effort, j'espère, mais on est en termes d'émissions totales faibles. Par contre, par capita, nous sommes parmi les pays les plus pollueurs du monde. Nous avons d'ailleurs un des records, il ne faudrait pas s'en vanter, de la consommation de pick-up en termes de consommation par habitant, de gaz, en fait, de pétrole pour se déplacer. On est le record du monde, plus important que les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a plus la population du Canada, on a une concentration de pick-up qui est quand même pas pire. Bon, donc, il faudrait qu'on fasse un effort là-dessus. Ouais. Sur le fait que ça se réchauffe plus ici ou dans le Nord? Alors, c'est une excellente question. Je n'ai pas totalement la réponse. Mais je pourrais vous en envoyer, parce que je ne l'ai pas là, une animation qui a été faite par des chercheurs de la NORAM, des collègues, qui ont montré les sources d'émissions de CO2, puis ils ont fait une modélisation. Puis on voit les panaches de CO2, ça prend un certain temps, ça va se mélanger très rapidement dans l'atmosphère. Mais évidemment, l'hémisphère nord, c'est là où on émet les plus grandes quantités, parce que c'est là où essentiellement l'homme vit, parce qu'on a les continents, puis le reste, l'hémisphère sud, c'est de l'océan. Mais ces émissions-là, en fonction des courants atmosphériques, ben, ce CO2, éventuellement les suies ou d'autres produits, ben, ils vont se retrouver privilégiés à aller dans certaines régions, notamment dans l'Arctique, à cause de nos systèmes météorologiques qui amènent des vents. Donc, le CO2, il se brasse très rapidement. Il a un taux de à peu près entre 4 et 5 ans dans l'atmosphère. Le méthane, à peu près pareil. Ça dépend des types de méthane où il est. Mais clairement, de toute façon, les gaz, en fait, les sables bitumineux sont responsables du fait que le Canada n'arrivera pas à atteindre les objectifs de Paris. Parce qu'on a continué à augmenter la production de sable bitumineux, puis que c'est un enjeu aujourd'hui, puis que collectivement, on s'est acheté un pipeline. Donc là, on n'a pas le choix, il va falloir faire
sortir le pétrole pour aller sur le marché asiatique. Certains économistes vont vous dire, ouais, mais là, c'est parce qu'on le vendait à perte aux États-Unis, là, on a des marchés qui s'ouvrent, etc. Mais c'est un enjeu parce que le CO2 qu'on émet là, il peut potentiellement se retrouver avec le reste dans certains endroits du Canada et des archipels arctiques. Est-ce que ça contribue au réchauffement particulier dans ce secteur-là? Je dirais ce qui est surtout fondamental, c'est la perte de glace et de neige qui est en train de faire en sorte que la surface et l'océan absorbent de plus en plus de chaleur et donc amplifient le réchauffement. Et l'autre bombe à retardement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le méthane qui est en train de fondre. On en a beaucoup dans le sol. Et la fonte du pergélisol est en train de relarguer des quantités de méthane. Les méthanes, vous le voyez tous dans les lacs, quand vous marchez un peu justement au fond dans la vase, vous allez voir des bulles qui vont se former, c'est du méthane qui est dans le sol. Ça. Et donc, plus ce méthane-là est relargué dans l'atmosphère, plus ça va amplifier ce réchauffement-là globalement et évidemment dans l'Arctique, parce que l'Arctique, il va toujours réagir de façon amplifiée par rapport à tout ce qui se passe sur l'ensemble du globe. C'est physique. Et l'Arctique, et la différence de l'Antarctique, c'est que c'est un océan. C'est que lui, Antarctique, il faut quand même fondre 3 km de glace, alors que la glace marine, c'est quelques mètres d'épaisseur. Et qu'une fois qu'elle est partie, la glace en particulier multiannuelle, pour la restaurer, ça va prendre énormément de temps. Et cette glace multiannuelle qui est préservée normalement dans le bassin arctique, ça prend... ça joue un rôle majeur sur la biodiversité, on le sait pour les ours polaires, mais ça va affecter une partie en fait, des conditions océaniques sur le reste du globe. Parce que la modification de la quantité de glace, pour faire un petit cours en 30 secondes, la glace marine, quand elle se forme au-dessus de l'océan, c'est de l'eau salée. Okay? Au fur et à mesure qu'elle épaissit, elle perd son sel à travers ce qu'on appelle des canaux d'évacuation de la saumure. La saumure va percoler à l'intérieur de la glace et il va y avoir des pulses de sel qui vont se former dans l'océan. C'est extrêmement important, ça, parce que ça va favoriser la convection dans l'océan. Donc, plus la glace est vieille, moins elle est salée. Et si on fond ces quantités de glace multi-annuelles de façon importante, comme on est en train de le faire, ça va provoquer la modification de la salinité dans une bonne partie de l'océan Arctique et dans l'Atlantique. Il ne faut pas oublier que la glace multi-annuelle fait le tour, se ramasse, puis des fois, elle sort du détroit, en fait, ce qu'on appelle le détroit de Fram, au nord du Groenland, pour arriver à alimenter par les courants, et cette glace va fondre au sud. Et quand elle arrive au sud, ben, elle alimente une eau qui est moins salée que l'eau qui est présente. Donc, ça va favoriser les modifications de la salinité. Et on ne sait pas les effets, par contre, à long terme. On sait que ça peut avoir des effets sur la circulation, je dirais peut-être même pas juste dans l'Atlantique, mais dans certains endroits du monde. Et en fait, on est en train de se rendre compte de plus en plus avec les études que la mémoire, encore une fois, de notre système, c'est l'océan. Plus on modifiera l'océan, plus on va modifier les conditions atmosphériques puis le climat à l'échelle sur l'ensemble du globe. Quoi? Ça se visualise, lorsque les trous d'air sur un plan de glace, il y en a assez pour quand on met un plan blanc, pas place blanc au-dessus du trou, après quelques jours, il est mort. Ouais. Tout à fait. Ouais. La lumière, et puis plus on tombe, ouais. Ça s'emballe, en fait. Tout à fait. C'est là que le pergélisol, le méthane sort. Et... Ouais, parce que la neige blanche réfléchit 90% du rayonnement, et donc 10% est absorbé pour réchauffer la surface, alors qu'une glace grise, ben c'est 50-50. Puis dès que c'est de l'eau, c'est 90% qui est absorbé. Et seulement 10 qui réfléchit. Là, c'est des quantités énormes d'énergie qui sont. Voilà. Mais ça, c'est pas un fond le fait que les glaces présentement, tous les changements, juste des plans océaniques, est-ce que ça fait pour savoir vraiment l'impact qu'il va y avoir dans les prochaines années? 100 ans, 10 ans, voir vraiment les changements rapides. Déjà, une union qui n'existe plus. Ouais, qui est en train d'être modifié de façon majeure. Mais oui, alors, évidemment, les scénarios, les cartes que je vais montrer, ce sont des projections.
Ce n'est pas une prévision déterministe comme on le fait à 48 heures pour la météo. Par contre, on travaille de plus en plus, notamment mes collègues en modélisation à travers le monde, pour améliorer la capacité de prévisibilité à des échelles de temps au-delà du court terme, notamment pour les phénomènes extrêmes. Et on sait, par exemple, pour prendre l'exemple des feux de forêt, que ce qui favorise évidemment les feux de forêt, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Donc, si on est capable, d'ailleurs j'ai un projet moi personnellement avec Ressources naturelles Canada, le Service canadien des forêts, d'améliorer cette capacité à voir venir un peu plus tôt dans la saison, ça peut évidemment non seulement nous permettre de mieux nous préparer, mais en fait diminuer les coûts et être capable aussi d'avoir moins de morts. Si nous avions su plus tôt l'ampleur des feux de forêt qu'il y avait en Colombie-Britannique, il y aurait eu moins de morts, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu juste dans l'espace, et ça c'est relié évidemment à la canicule, non pas au feu de forêt, mais juste la canicule qui a eu lieu en Colombie-Britannique a tué directement ou indirectement 900 personnes. C'est plus que la Covid pendant un an dans cette... je pense qu'ils n'ont pas atteint le millier de personnes, le millier de morts, hein, mais donc une canicule quelques jours, on est capable de la voir venir parce que ce sont phénomènes quand même relativement lents. On a un certain degré de prévisibilité. Par contre, les précipitations diluviennes qu'on voit, c'est plus difficile parce que là, la prévisibilité est vraiment à des courtes échelles de temps. Certains chercheurs viennent de découvrir que peut-être oui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a le fait qu'on était en contact avec certains animaux à force d'aller dans les endroits et de se répandre et d'aménager des endroits. Donc, on a augmenté la probabilité d'être en contact avec certains virus qu'on n'avait jamais connus. Puis l'environnement et la météo a peut-être un lien à avoir avec ça. Ça, on ne le sait pas, mais des études commencent à montrer que la modification, les liens entre environnement et ce qu'on appelle les maladies vectorielles ou les zoonoses, il y a un lien. Moi, je travaille aussi avec un collègue à l'Agence spatiale canadienne sur justement les zoonoses, la maladie de Lyme, virus du Nil, etc. Et là, en ce moment, ils sont évidemment tous préoccupés par la COVID parce qu'il y a un système de surveillance, évidemment, pour vérifier les variants et tout ça à travers le monde. Mais dès que ça va être passé, on va voir peut-être plus d'études justement montrer qu'il y a peut-être un lien qu'on n'avait pas soupçonné au départ, qui pourrait être relié ne serait-ce qu'au niveau des conditions environnementales. Puis peut-être météo. Ouais. Oh, on découvre effectivement, il y a peut-être des bactéries ou des virus. On est en contact aujourd'hui, évidemment, mais qu'effectivement, qui se répandent dans l'environnement de façon différente par rapport, évidemment, il y a quelques années ou il y a un siècle de ça. Là. Une question là-dessus, je ne connais pas pour les virus, mais on a découvert qu'au fond de l'Antarctique, il y avait de l'eau liquide et des bactéries à 3000 mètres de profond en dessous de la glace. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'un reportage, je pense, à Découverte. Mais donc, on est en train de découvrir qu'il y a des bactéries qui peuvent vivre dans des conditions vraiment particulières qu'on ne soupçonnait pas qu'ils vivaient dans des environnements aussi, je dirais, hostiles. Et donc, qui dit bactéries, dit forcément peut-être des virus. On a découvert, j'ai une amie qui avait travaillé là-dessus, que des bactéries vivent à la sortie des sources géothermales, en fait, de sulfure, des cheminées, des volcans au fond des océans.
et qui sont capables de se nourrir dans ces environnements particulièrement toxiques, hein, parce que c'est les taux de H2S, de sulfure, etc. Il n'y a pas une bactérie qui est capable de résister à ça quand on regarde les bactéries qui sont évidemment sur le continent. Mais on a découvert qu'il y a des bactéries qui sont capables de dégrader et qui se nourrissent et qui font en sorte que ces cheminées-là aient des crabes et toutes des espèces qui dépendent de ça. Donc, on découvre des affaires. L'homme est juste là depuis pas très longtemps sur Terre et il y a des espèces qui vivent depuis bien longtemps et qui, de toute façon, vivront bien après nous. Donc, la Terre, elle peut se passer de l'homme. Par contre, nous, on ne peut pas se passer de la Terre. Fait que, ça, c'est clair. Merci beaucoup, M. Gachon, pour cette présentation vraiment très instructive et aussi merci aux gens qui sont oui, merci aux gens qui sont en ligne et je vous invite à assister à notre prochaine conférence. On va en avoir une prochainement sur l'importance des surverses sur l'eau potable, sur le traitement d'eau potable. Donc, les surverses dans l'eau rivière, à quel point ils affectent le traitement de l'eau potable. Alors, merci encore. Très instructif. Et puis, j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser. Alors, merci, au revoir. Merci aussi Benoît Chevrier, qui est notre personne qui fait les webinaires, qui pose des questions en général. C'est lui qui avait préparé avec Corinne. Corinne s'occupe aussi et de la technique et des communications. Alors, on a une équipe formidable de ces deux, et je remercie pour leur aide pour l'organisation de cette